Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie est à l'image d'un cocktail au cœur de votre nouveau livre. Un mélange de curiosité permanente et passionnée, de diversité, de chance et surtout de travail. Beaucoup de travail depuis plus de 6 décennies. Bonjour Philippe Labro. Bonjour. C'est vrai que vous publiez 2 Gimlets sur la 5e avenue, un roman chez Gallimard qu'on va évoquer. Mais votre parcours est tellement riche. Je vous avais reçu au moment du Covid dans les clés d'une vie, mais j'ai trouvé d'autres sujets pour évoquer votre parcours, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est par des dates, vous savez, le principe des clés d'une vie sur Sud Radio. La première date que j'ai trouvée, c'est le 4 mars 1960. Écoutez ce générique. Pierre Lazareff. 5 colonnes à la une, car d'après les archives de l'INA, c'est votre première télé. Vous interviewez un photographe qui est un copain de Tony Armstrong-John qui va épouser la princesse Margaret. Je m'en souviens à peine. Il est en face de vous, vous êtes sur un fauteuil et vous parlez en anglais et en français. Évidemment. Non, mais c'était une très belle émission. D'abord, c'était des très grands producteurs, des mentors. Aujourd'hui, les gens connaissent à peine le nom de Lazareff. Oui. Mais il n'était pas seul. Il avait 2 hommes avec lui remarquables qui s'appelaient Dumayet et Desgroupes. Exactement. Donc, vous aviez 3 géants. Et le titre 5 colonnes à la une, on ne le sait pas assez, a été trouvé par Frédéric Rossif qui travaillait à l'époque à la direction de la télévision. Tout à fait. Et d'ailleurs, aussi, ils avaient Igor Barrère avec eux. Le réalisateur. Grand réalisateur. Donc, vous aviez une très belle équipe et ils faisaient un mensuel, 5 colonnes. Quand 5 colonnes passaient à l'antenne, le vendredi soir, les rues étaient vides. Complètement. C'est extraordinaire. C'est un événement. C'était la première émission de grands reportages à la télévision. Voilà, de grands documentaires, grands interviews. Oui. Et là c'est un scoop, car vous interviewez ce photographe qui est un copain donc du futur marié, et vous parlez de la princesse Margaret, qui est à l'époque la cible des paparazzi, qui est la seule femme qui invite des people à son mariage, qui ne se faisait pas à la cour d'Angleterre. En effet, c'était pas une autre époque, car ça existe encore tout ça. Oui, mais elle a été la pionnière. Ah bah oui. Et ça vous permet, Philippe Labro, de découvrir le monde de la télévision. Parce qu'à l'époque, il y a 1 500 000 postes. Et la redevance est de 85 francs, c'est-à-dire 150 € d'aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire que s'il y a un seul poste et une seule chaîne, que tout le monde vous regarde. Exactement. Donc c'est pas mal comme un début, non? Oui, et la télévision, vous l'avez découverte avec 5 colonnes à la une? Tout à fait. J'avais aussi un peu travaillé avec Roger Stéphane, qui faisait une émission aussi, plusieurs émissions, qui faisait des interviews. Et je l'avais accompagné un peu partout, parce que j'aimais bien le voir travailler. Et il interviewait André Malraux. Et il s'arrête entre 2 prises, et Malraux était là, je le voyais assis à la table, il se tapait sur le front, il disait « Montons d'un cran ». C'est génial comme formule. Il considérait que c'était pas assez bien ce qu'il faisait, il fallait monter d'un cran. J'ai toujours regardé cette expression. Oui, on aimerait l'entendre plus souvent aujourd'hui. Ou la lire, oui. Alors, la télévision, vous y êtes parce que vous avez connu Pierre Lazareff qui vous a engagé à François dans des conditions très étonnantes, Philippe Labro. Étonnantes, oui et non. C'est-à-dire que je connaissais un garçon qui, lui, travaillait déjà dans le groupe François, et je disais tous les jours, je veux rencontrer Pierre Lazareff. À l'époque, j'étais journaliste dans un autre magazine, et finalement, ça n'avait jamais lieu. Et puis, un jour, Pierre Lazareff voulait faire, c'est très étrange, il faisait des bandes dessinées illustrées dans son journal, Les Amours célèbres et Le crime ne paye pas. Il avait décidé d'en faire des livres ensuite. Et mon copain obtient que j'ai un manuscrit, que je puisse écrire La vie d'Al Capone. Je l'écris en 3 semaines et je la présente à Pierre Lazareff. Voilà. Et Al Capone, il avait beaucoup d'argent. En fait, il gagnait $1,5 milliard par an. Oui. Et il faisait faire ses costumes en Italie à 6 500 € pièce. Ben oui. Ah ben c'est bon détail, là. Et donc, vous arrivez devant Lazareff. Oui. Et alors, au lieu d'être le débutant qui dit oui, monsieur, vous avez tout de suite exigé d'être grand reporter, Philippe Labro. Oui, c'est ridicule. J'étais provocateur et insolent. Mais comme il m'aimait bien, il avait beaucoup aimé mon manuscrit. Il avait envie de me faire travailler. Et il me dit, alors, donc, vous venez chez nous, qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui dis, je veux être grand reporter. Alors que j'étais vraiment un gamin. Et il a rigolé, il m'a dit, vous savez, si vous voulez obtenir ce titre, je vous le donne. Mais vous n'allez pas vous marrer dans la salle de rédaction, parce qu'ils vont vous attendre. Voilà. Et résultat, je crois que pendant 3 mois, vous n'avez rien fait. Rien.
J'étais assis dans la salle de rédac, dans mon joli costume. J'arrivais le matin, bien sûr. Je serrais les mains. Tout le monde était très aimable avec moi. Et on me donnait rien à faire. Parce que, qu'est-ce que c'est que ce jeune homme qui arrive dans son imperméable blanc, avec sa chevalière américaine, parce que je faisais valoir que j'avais été étudiant là-bas aux États-Unis. Et donc, on me boycottait pas, mais on me laissait de côté. Finalement, un jour, on m'a quand même envoyé sur mon premier fait divers. C'était quoi? Alors, je me souviens plus très bien, mais je sais très bien que ils ont quand même pris le risque de m'envoyer très vite en Algérie pour le premier mariage d'une Algérienne avec un soldat français. Oui. Et ça m'a permis d'abord de comprendre ce qui se passait en Algérie, avant même que je fasse mon service militaire. Bien sûr. Alors il se trouve que François, on n'imagine pas ce que c'était aujourd'hui. Non. À l'époque, c'était un immeuble avec un escalier géant, des rotatives au sous-sol, c'était extraordinaire. Au 100 rue Réaumur, je me souviens encore de cette adresse. Un très bel immeuble haussmannien, formidable, avec des étages, et premier étage, et deuxième étage la rédaction, troisième étage les bureaux de Pierre Lazareff, enfin, bref. Et puis il y avait même France Dimanche qui était là-haut, au 6e ou 7e étage. Et là, il y avait une atmosphère comme il n'y a plus maintenant, parce que tout le monde était dans la même salle de rédaction, on se voyait, on discutait, on bavardait. Il y avait des alcooliques, il y avait des femmes seules, il y avait des couples qui se faisaient ou se défaisaient. Voilà, c'était une vie, une existence. Mais il y avait surtout cette façon de faire de Pierre, il nous disait toujours, à défaut d'être intelligent, soyez intelligible. Oui, et il avait une astuce, quand quelqu'un écrivait Charles de Gaulle, il demandait qu'on écrive à côté président de la République, parce que tout le monde ne le savait pas. Oui, mais il avait raison. Il pensait au plus grand public. Et il considérait qu'on devait être lu par tout le monde, aussi bien les ouvriers et les paysans, et que les têtes d'affiche et les patrons de presse. Pour toute une génération, Pierre Lazareff, c'est le pape du journalisme. Tout à fait, oui. Mais personne ne le connaît aujourd'hui, mais c'est pas grave. Mais effectivement, le pape d'un certain journalisme, il n'était pas seul. Il y avait Pierre Brisson pour Le Figaro, il y avait Hubert Beuve-Méry pour Le Monde. Mais pour ce qu'on peut appeler la grande presse populaire de qualité, c'était Lazareff. France au soir, à l'époque, Jacques Pessy, rappelez-vous, était 5 éditions par jour. Oui. Donc quand vous étiez sur un coup, comme on dit, sur un fait divers, sur un reportage, il pouvait vous arriver de faire 5 papiers par jour. Voilà. Et je crois même qu'il a un jour affrété un avion pour 14 journalistes sur le barrage de Malpasset. J'étais parmi ces 14 journalistes. Et ça a été mon premier grand reportage. C'est fou, 14 journalistes, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Oui, mais le barrage de Malpasset, c'était un événement considérable. Hein. C'est ce barrage qui s'ouvre sur toute la vallée de Fréjus, sur tout le Var, qui tue des milliers de gens. Et c'est un moment capital de l'histoire de la France à ce moment-là. Et donc Pierre avait tout de suite compris qu'il fallait vraiment mettre le paquet, mettre le coup. Il affrète un avion, ce qui se faisait absolument pas à l'époque, et il nous embarque tous là-dessus. Avec en particulier celui qui deviendra mon ami. Au début, il me regardait comme un petit con, qui s'appelait Jacques Chaput. Oui. Jacques Chaput, Lazareff distribue les rôles. Juste avant qu'on monte dans l'avion, il distribue les rôles. Vous travaillez avec un tel, vous avec un tel. Et il regarde Chaput, lui dit, vous travaillez avec Labro. Chaput dit, avec ce petit con? Non. Voilà. Et ça s'est arrangé ensuite. Oui. Et il a été un grand reporter et un grand journaliste à RTL ensuite. Ouais. Alors il se trouve aussi que c'était l'époque où il y avait des grandes signatures à France Soir. Mais bien sûr, Joseph Kessel, Roger Vaillant, Jean-Paul Sartre a écrit pour France Soir. Georges Simenon. Simenon a écrit pour France Soir. Tous les grandes signatures de la presse qui deviendront ou qui étaient déjà des écrivains ont écrit pour France Soir. Et Kessel même a été le premier journaliste, alors qu'il était déjà très âgé, à être sur le front des 6 jours en 67. C'était le premier, personne n'arrivait, il avait réussi à griller tout le monde. Kessel, non seulement c'est un immense écrivain, mais c'était aussi un immense journaliste, un reporter. Que fait le reporter? Il reporte, il rapporte, il voit, il entend, il écrit et il vous livre les faits. Mais avec sa plume, avec son style. Il ne commande pas forcément, non. Il informe. Exactement, il ne va pas dans l'idéologie, il sépare bien l'éditorial du fait, du raconté, du récit, du vécu. Et il a sa plume, il y a ça aussi qui compte, parce que vous avez des journalistes qui pourraient être au même endroit que Kessel, et ils ne vous donneraient pas un papier aussi talentueux. Non. Et c'est l'époque aussi, il n'y avait pas la télé en continu, mais il y avait France Soir en continu, 7 éditions par jour. Oui, c'est ça. Qu'on achetait dans la rue. Oui, bien sûr.
quand il se passait quelque chose, les gens sortaient dans la rue pour acheter François. La grande révolution aura été beaucoup plus tard que les gens restaient chez eux pour regarder la télé. Mais je vous parle d'un François, la télé à l'époque n'était pas aussi importante. Exactement. Alors ensuite, vous quittez François parce qu'il y a le service militaire, Philippe Labro. Oui. Vous avez retardé le sursis et vous vous retrouvez à une autre rédaction, le Bled. Oui. Ben, c'était le journal militaire, hein. Un petit journal qui, dans les premiers bureaux, était à Paris d'abord, parce que quand vous faisiez votre armée à l'époque, 14 premiers mois en métropole, et ensuite 14 mois en Algérie. Et les premiers mois en métropole, un petit bureau, bled, 5-5, tout va bien. On était tous en civil d'ailleurs. Hein. Et il y avait des inconnus qui s'appelaient Jacques Séguéla, qui s'appelait Francis Weber, qui s'appelait Juste Jacquin. On était tous là ensemble. Un petit noyau comme ça de gamins. Moi j'étais déjà un petit peu connu, j'avais déjà fait des papiers, des reportages. Et on rigolait, on n'a rien fait pendant 14 mois. Ensuite, il a fallu y aller. Hein. On a voulu être rattrapé par la réalité. Et on est parti sur le bateau, le calot sur la tête, avec le sac dans le dos, et pour arriver face à un pays qui était déjà à l'époque dans l'indépendance. Elle venait d'être nommée et acceptée, mais qui était en proie aux attentats de l'OS. Et je me souviens très bien que moi, quand je débarque là-bas, je descends de la villa où on était tous logés, parce qu'encore une fois, nous étions des civils militaires, hein. On est très à l'aise. Et je marche dans la rue Michelet, j'entends 3 coups de feu, il y a 3 femmes qui tombent à mes pieds pratiquement. La première vision que j'ai de la rue de Michelet, ce sont des femmes qui tombent. C'est fou. Hein. Ben oui. Alors ça, c'était vos débuts. Après, il y a eu d'autres débuts qu'on va évoquer à travers une autre date, le 27 janvier 1967. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Labro. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman qui n'est pas forcément tout à fait un roman, on expliquera pourquoi. 2 Gimlettes sur la 5e avenue chez Gallimard. Et il y a beaucoup de choses à raconter, mais on revient à vos débuts. On a évoqué vos débuts dans le journalisme. Et si je parle du 27 janvier 67, c'est parce que ce sont vos débuts au cinéma, mais comme acteur dans ce film. Godard, Made in USA, et vous jouez votre propre rôle. Oui, Jean-Luc Godard, que je connaissais, qui était un ami, me propose, comme il faisait avec beaucoup de gens, de jouer un petit rôle, ce qu'on appelle un caméo, dans le monde du cinéma. Comme journaliste, sur une voiture d'Europe 1, aux côtés d'Anna Karina. Et j'ai évidemment accepté, donc j'ai passé 2 jours comme ça. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur comment on tourne, parce que j'avais déjà en tête l'idée qu'il fallait que je fasse moi-même des films. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Alors il se trouve que ce film évoquait l'influence culturelle américaine sur la France et qu'il y avait des allusions à des films américains classiques, dont Le Grand Sommeil de Howard Hawks, et que ça a entraîné des procès aux États-Unis qui sont terminés très tard, puisque le film est sorti seulement aux États-Unis en 2009. Ah, je ne savais pas ça. C'est étonnant, hein? Parce qu'il parlait de Hawks, c'est que ça a Oui, parce qu'il y a eu des procès sur les droits d'auteur qui ont mis des dizaines d'années à se régler. C'est idiot, ça. Bon, alors, les États-Unis et le cinéma, c'est vos 2 passions. D'abord, les États-Unis, vous l'avez connu à vos débuts, et je crois que c'est aux États-Unis que vous avez vraiment appris les bases du journalisme, Philippe Labro. Oui, dans une université, j'avais obtenu une bourse, j'avais gagné une bourse d'études d'1 an, une bourse très importante, une bourse d'échange qui s'appelle la bourse Fulbright, le nom d'un sénateur qui avait inventé l'idée que pour un étudiant américain à l'étranger, il fallait un étudiant étranger en Amérique. Bref. Et là, il y avait un très bon département, comme on l'appelle là-bas, de journalisme, avec 2 profs de journalisme qui ont marqué ma vie parce qu'ils m'ont appris les règles du journalisme américain. C'est-à-dire les 4 W, where, when, what, why, who, where, quand, où, qui, quoi, pourquoi. Et le fait qu'on sépare les faits de l'édito. Facts and nothing but the facts. Des faits et rien d'autre que les faits. Et puis la concision, travaillez beaucoup le premier paragraphe, après vous vous débrouillez et travaillez très bien la conclusion. C'est la base effectivement d'écriture. Et puis vous avez eu un autre maître dans le cinéma qui est Jean-Pierre Melville. Tout à fait. J'ai rencontré beaucoup plus tard, bien sûr, j'avais déjà fait un film qui s'appelle Tout peut arriver, et je préparais un autre film, une adaptation d'un polar américain, co-écrit avec Jacques Lanzmann, qui s'appelle Sans mobile apparent. Et j'avais rencontré Melville qui s'était pris d'amitié pour moi. Et il me dit, mais montrez-moi votre scénario. Et donc je lui montre le scénario. Il me dit, donnez-moi un exemplaire. Alors j'ai 2 exemplaires. On se trouve face à face dans son bureau. Il se met à
page par page, plan par plan, à me décrypter mon film, à me donner des conseils pour me dire ça, il vaudrait mieux pas commencer avec ce plan-là, ça sera difficile le matin, il y aura trop de lumière. Bref, vous vous trouvez face à un grand artisan, un maître, car Melville est un maître du cinéma français, qui livre à un jeune homme les clés de son savoir, de son savoir-faire. C'est une générosité inouïe. Mais c'était un personnage incroyable. Il a démarré à 6 ans, son premier film. Ses parents lui avaient offert une caméra baby et filmé toute sa famille. C'est vrai. Et il y a eu L'Armée des Ombres. Et il y a un souvenir extraordinaire qui est le dernier film de Bourvil, Le Cercle Rouge, où Bourvil à la fin dit « Monsieur Belleville, est-ce que je pourrais tourner quelque chose en plus ?» Et c'est là où il dit la tactique du gendarme. Car Bourvil savait que c'était son dernier film. Il voulait faire un clin d'œil à la vie, à l'heure de la mort. Le pauvre Bourvil était évidemment atteint d'un cancer. Oui. Jean-Pierre le savait, tout le monde le savait. Et d'ailleurs, ça lui donne une dimension incroyable. Le cercle rouge, c'est un chef-d'œuvre. Absolument. L'Armée des Ombres aussi, vous avez cité L'Armée des Ombres. Melville, il a fait 13 films. Je considère que sur les 13, il y a 11 chefs-d'œuvre. Et puis, alors, votre premier film, Philippe Labro, c'est un court-métrage sur Françoise d'Orléac et Marie Dubois pour la télévision. Oui, on me commande un documentaire sur 4 actrices. Déjà pas arrivées, mais en progrès, hein, dont le nom commençait par D. Deneuve, d'Orléac et d'Arc du Bois. Et donc j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelle 4x D. Et figurez-vous que il a tellement bien marché qu'il a... Unifrance, c'est cette institution qui diffuse et qui défend le cinéma français dans le monde entier. Ils s'en sont servis pendant très 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 longtemps. Encore aujourd'hui, je reçois des réactions. Il y avait des affiches au Japon. C'est drôle parce que c'était une petite chose pour moi, mais c'était assez passionnant parce que je les faisais pas parler, je les montrais simplement ces jeunes femmes en train de faire quelque chose, du cheval, courir, se maquiller, aller en boîte. Bref, c'est un document pour l'histoire, puisque Françoise d'Orléac est morte quelques mois après ce tournage. Un peu plus tard, quand même. Non, un peu plus tard. C'est le seul document qui reste officiel sur Françoise d'Orléac. Ce document-là, je ne sais pas s'il y avait eu d'autres documents sur elle, mais là, c'est un document dans la mesure, en plus, je la faisais danser. Elle adorait danser, d'Orléac. Oui. C'était une merveille de femme. Elle aurait fait une carrière exceptionnelle, comme sa sœur. Elle l'avait déjà commencé, comme sa sœur. Les Demoiselles de Rochefort. Hein. Exactement. Nous sommes 2 sœurs jumelles. Hein. Film qui devait d'ailleurs se tourner à Hyères, mais Les Demoiselles de Hyères, ça collait pas pour le titre. Et il a choisi Rochefort, Jacques Demy. Et puis donc, Le Grand Saut, c'est ce film que vous avez cité. Peut arriver, ce sont vos vrais débuts de réalisateur et de scénariste au cinéma, Philippe Labro. Effectivement, c'est mon premier long métrage. J'avais fait un petit court métrage pour la télé, pour 5 colonnes, et Maggie Baudard, qui était à l'époque la compagne, la maîtresse l'égérie du Pierre Lazareff, et la productrice des Parapluies Cherbourg, et des Demoiselles de Rochefort, une productrice de très très grande position, avec beaucoup d'argent, m'appelle en me disant « C'est bien ce que vous faites, je pense que vous pouvez faire un film. Venez me voir. » Je viens la voir le lendemain. Elle me dit, j'ai gagné tellement d'argent que je peux financer des films de débutants pour pas cher, mais des premiers films. Avez-vous un sujet? Bien sûr, Lilige, j'en avais pas. Et donc, vous êtes parti d'une histoire d'un grand reporter de retour des États-Unis. Comme par hasard. Voilà. Et qui décide de découvrir son pays, la France, de le redécouvrir, et pour le faire, non pas prendre le train, ce qu'on veut, aller dans les grands hôtels, mais faire du stop. Et s'arrêter chez les gens, les camionneurs, les garagistes, les ouvriers, et tomber de temps en temps sur des inconnus qui vont devenir célèbres. Parce que c'est là que je découvre Fabrice Lucchini. Alors ça, c'est né vraiment par hasard. Il est coiffeur à l'époque. Il est coiffeur, il est venu coiffer les dames pour la grande première d'un drugstore de province, le premier drugstore en province fait par un génie de l'époque qui était un distributeur de films qui s'appelait Didier, non pas Didier, qui s'appelait Michel Deschamps. Et Deschamps avait décidé, fasciné par les drugstores à Paris, d'en faire un à Angoulême. Donc je vais à Angoulême en me disant, tiens, c'est un bon arrêt pour... J'étais en train de, comme on dit, faire mon repérage pour mon film. Et là, c'était le soir, je vois un môme avec les cheveux longs, qui avait l'air androgyne et absolument dingue, qui était en train de danser Bougalou devant des petites provinciales épatées. Je vais vers lui, je lui dis, mais qui es-tu? Qui êtes-vous? Il me dit, je m'appelle Sobrifa. C'est le premier mec qui me parle en verlan depuis la prison en Algérie. J'avais fait un peu de prison en Algérie, et là, on parlait verlan. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, mais je suis là pour faire les bigoudis, ces dames, je suis garçon coiffeur. Ben, je lui dis, ah, viens, on s'assied sur
le comptoir, il me regarde, il me dit oui, le blazer, ça va, la chemise, c'est bien, très bien. Il est en train d'analyser la manière dont je suis habillé. Et il regarde mes chaussures, il dit des Weston, oui, bien sûr, lui dis-je. Des mocassins, oui, bien sûr, lui dis-je. Et il me dit ciré en dessous, comme Vittorio De Sica. C'est-à-dire que je découvre un garçon coiffeur de 16 ans qui sait que le grand metteur en scène, producteur, acteur italien Vittorio De Sica cirait les semelles de ses chaussures. Et je me suis dit, là, j'ai affaire à un phénomène, et je lui dis, tu viens dans mon film. Et c'est comme ça que Lucchini a débuté. Et vous imaginez la carrière qu'il ferait ensuite? Non, j'étais certain qu'il aurait un destin, car c'était évident qu'il y avait un artiste en lui, et un petit génie de l'improvisation et du verbe. Je n'imaginais pas qu'il deviendrait ce que je considère comme le plus grand prof de lettres de France. Et il faut savoir aussi qu'il y a un petit miracle, c'est que ce film vient de sortir aujourd'hui, ces derniers jours, en DVD, et il a fallu des années, Philippe Labro. Oui, je ne sais pas pourquoi, des problèmes de droit ou je ne sais quoi, bref. Effectivement, je suis très heureux de savoir et de dire qu'il y a aujourd'hui un DVD de Tout peut arriver. On voit donc évidemment le personnage principal interprété par Jean-Claude Bouillon, mais on y voit aussi Lucchini, bien sûr, et il y a même ce qu'on appelle un caméo, c'est-à-dire un petit passage comme j'avais fait moi chez Godard. Ce coup-ci, c'est Catherine Deneuve qui avait accepté à l'époque de venir quelques 10 minutes pour parler avec le journaliste. Et effectivement, ce DVD, c'est un document d'époque, car c'est le plus personnel de vos films aussi. Oui, c'est très très personnel, parce qu'effectivement, oui, c'est tellement personnel que lorsqu'il est sorti, il n'a pas aucun succès commercial, mais un grand succès critique. Mais pourquoi aucun succès commercial? Parce que la même semaine sort Le Clan des Siciliens. Ah bah oui. Avec Gabin, Delon, Ventura. Et le producteur s'appelle Jacques-Éric Strauss. Et je le rencontre un mois plus tard, et je lui dis, donc, vous nous avez bien tués avec votre film. Il me dit, oui, j'ai vu le vôtre. Il me dit, j'ai un conseil à vous donner. Arrêtez de parler de vous. Arrêtez de vous filmer et de faire un peu narcissisme. Cherchez-moi une bonne histoire, lisez des séries noires. Vous en trouvez une qui est bonne, vous venez me voir, parce que je pense que vous êtes capable de faire un bon polar. Et c'est comme ça que j'ai découvert un polar que j'ai adapté, qui s'appelle 100 mobiles à par an. Voilà. Et ce film a eu une autre conséquence, on va l'évoquer à travers la date du 25 avril 1970. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Labro. Nous parlerons tout à l'heure de Gimlet sur la 5e avenue, votre nouveau livre chez Gallimard. Il y a plein de choses à raconter. Et là, je reviens au 25 avril 1970. C'est la sortie de cette chanson. Jésus-Christ est un hippie. Alors, il faut savoir que c'est la première chanson que vous écrivez pour Johnny, oui. Et c'est presque la conséquence du tournage de Tout peut arriver et de votre tenue. Mais oui, mais tout est lié dans la vie, vous le savez bien. Je demande à Eddie Vartan de faire la musique de mon premier film. Eddie Vartan, le frère de Sylvie Vartan, qui a obligé Sylvie, qui avait 16 ans, à être en duo avec un jeune chanteur qui faisait panne d'essence, parce que Gilles Hanil, c'était pas là. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça. Bref. Donc Eddie, il fait la musique, ça se passe très bien, le film est prêt, je lui dis, on va faire des projections privées, invite, si tu veux bien, ton beau-frère, Johnny. Johnny qui prétend m'avoir rencontré déjà un peu avant dans une boîte de nuit, où on a échangé des regards sur les bottes que nous portons tous les deux. On était à peu près les seuls à porter des bottes de cow-boy à l'époque. Bref, moi, ma vraie rencontre avec lui, c'est qu'il vient voir le film. Le film se passe plutôt bien, à la sortie, tout le monde s'en va, on serre la main. Et quand je sors sur le trottoir des Dames Augustines, la rue des Dames Augustines à Neuilly, je m'en souviens encore, adossé à un réverbère, il y a Johnny Hallyday qui me dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé votre film, mais j'aime le cinéma, je voudrais qu'on en parle. On parle du cinéma américain. Il était fasciné par le cinéma américain. Il connaissait tout. Il voulait qu'on parle de Kazan, de James Dean, de Brando, de tous les grands de cette époque-là. On a passé 1 heure debout sur le trottoir à parler de cinéma, et c'est comme ça qu'est née notre amitié. Un peu plus tard, je suis sur un campus américain, je vois les hippies, les cheveux longs, avec la rose à la main, et qui disent quoi? Peace and love, la paix et l'amour. Et je me dis, mais tiens, c'est christique ça. Si Jésus-Christ était vivant aujourd'hui, il serait un hippie. Et j'écris ça comme ça, je le jette sur un bout de papier, dans l'avion du retour. Vous n'aviez pas écrit de chanson jusqu'à là? Non. Si, j'en avais écrit une pour Eddie Mitchell. Oui. L'épopée du rock. Voilà, sous un pseudonyme, Philippe Christian, je crois. Oui.
dont l'immortel refrain est « Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis, nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo ». D'accord. Vous voyez qu'avec ça, on va à l'Académie française direct. Hein. Bref. Donc, je reviens, je montre mon texte, Jésus-Christ est un hippie, à Eddie, et je lui dis « Personne pourra chanter ça ». Il me dit « Si, Johnny va te le chanter, et je te fais la musique ». Voilà. Et c'est comme ça que c'est né. C'est né, ça a été un scandale, et en même temps, c'était un succès incroyable. Oui, et la première tournée d'été où il a chanté tous les soirs cette chanson, il y avait en première partie un groupe qui débutait, qui était le Martin Circus. Allons bon. Ouais, et tout le monde adorait cette chanson. Il a été bissé pendant la tournée d'été. Mais bien sûr. Oui, non, c'est un gros succès, un peu scandaleux, bien sûr. J'ai même eu droit à des admonestations de la part de l'archevêque et de son adjoint. Et il se trouve, figurez-vous, que de longues années plus tard, je dirige RTL, et tous les matins, je reçois des hommes politiques, et des hommes connus. Et je reçois Monseigneur Lustiger. Et je le reçois, on l'écoute, bref. Et comme toujours, je suis courtois, je raccompagne mes invités à la porte. Je raccompagne Lustiger, je lui ouvre la porte de sa déesse, il rentre, il s'assied, il baisse la vitre, et il me dit « Était-ce bien nécessaire, monsieur Labro ?» Et il se souvenait qu'un des adjoints de l'archevêché de l'époque m'avait dit « Est-ce bien nécessaire cette chanson ?» J'en suis pas revenu. Ça veut dire que cet homme, c'est un homme politique, Lustiger entre autres, il avait des fiches et il savait très bien de quoi il parlait. Alors, il faut aussi dire que cette chanson, pour Johnny, c'est un tournant, parce que pour la première fois, et grâce à vous, Philippe Labro, il parle de la société, de notre monde. Tout à fait. On avait décidé, lui et aussi son mentor, avec qui il a beaucoup travaillé, Lee Hallyday, hein, qui a été son cousin, et qui a été un des hommes très importants de sa carrière, de donner à Johnny la possibilité de chanter autre chose que simplement Dadou Ron Ron et le Yé tendre la nuit. Et lui donner dans des textes qui avaient une texture journalistique qui parlait de l'air du temps. Et résultat, c'est votre chanson, ça n'a pas été la seule. Et grâce à vous, on a aussi compris que Johnny était comédien avec cette chanson. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Le poème sur la 7e qui a marqué une génération, qui a découvert Beethoven grâce à vous et grâce à Johnny. Oui, écoutez, ça, quand je l'entends, vous voyez, en ce moment, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est un texte que j'avais écrit comme ça. Sur la fin du monde. Oui, sur un homme qui... Je dis, mais dites-moi qu'il y avait eu des fleurs et des galets dans les rivières. Prouvez-moi que ça existait. Bref. Donc j'ai écrit ce texte. Et là, c'est pas une chanson. Et il me dit, on peut pas la chanter. Je lui dis oui, mais Johnny va la jouer, va l'interpréter. Alors ils me disent, mais non, tu peux pas, je peux pas. Je dis, écoute, tu sais tout faire, tu as une très bonne voix, tu vas le faire. Et ce qui va t'aider, c'est que je vais vous proposer un morceau de Beethoven, la 7e symphonie de Beethoven, qui est un morceau que j'adorais, que personne ne jouait à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un tube incroyable. C'est le fameux mouvement lent de la 7e symphonie de Beethoven. Et donc, Eddie, qui est un très bon musicien, réduit ce mouvement-là, de quoi faire le texte, et on se retrouve en studio. Et en studio, Johnny me dit, écoute-moi, je vois pas comment le dire, ce texte. Et montre-moi. Donc je prends mon casque, et je prends le texte, et j'entends le Beethoven. Beethoven, ça vous stimule. Et donc je crois pouvoir bien le dire. Au bout d'une minute, il m'arrache mon casque, il me dit, allez, donne-moi ça. Et là, il le fait, et il le fait fabuleusement, parce qu'il le joue effectivement comme un acteur. Et il a joué tout le temps, il a chanté tout le temps, avec des orchestres, avec 40, 50 musiciens, instrumentistes. Et j'en suis très fier. Ce texte a été étudié dans les écoles à une époque. Oui, et il faut savoir que ce texte, la musique est née, je ne sais pas si vous le savez, parce que Beethoven détestait Napoléon, et quand il a commencé à tomber de son piédestal, il a composé sa 7e symphonie. Eh ben, vous m'en apprenez beaucoup, mon cher Jacques Pessy, je ne le savais pas. Alors, il se trouve aussi que Johnny, bon, effectivement, est devenu comédien, un peu grâce à vous. Il avait fait du cinéma, mais s'il a fait du théâtre aussi, c'est parce qu'il a appris à jouer sur cette chanson et sur quelques autres. Oui, mais enfin, il avait joué Hamlet aussi, je crois, oui. Ou chanté Hamlet, je ne sais pas. Non, mais il était capable de tout, il avait tous les talents. Hallyday, chanteur, parolier parfois, hein, compositeur parfois, et puis surtout la bête sur scène. Sur scène, Hallyday était absolument stupéfiant. Les gens se souviennent déjà plus, mais quand il était comme ça à Bercy ou au Palais des Sports ou au Stade de France, il mesmérisait la foule. Hein.
Non, mais il avait aussi une autre qualité. Il venait aux répétitions une demi-heure, il ne disait rien. À la fin, il disait à son musicien, il faut faire ça, ça et ça. Il avait le sens exact du rythme de son spectacle. Ça s'appelle un professionnel. Oui, mais il avait ça, il l'avait appris au fil des années. Ben, bien sûr, il commence très jeune, c'est l'enfant de la balle, hein, et il fait à peine 8 années d'école, quoi. Il sort de l'école il y a 8-9 ans, 10 ans. Son père l'empêchait d'aller à l'école. Il a une enfance très difficile, très douloureuse d'ailleurs. Bref. Et ce qu'il sait faire, c'est la chanson. Et c'est la scène. Et il sait tout, il apprend tout. Et il connaît la technique, il sait où doivent se placer les guitares, les micros, les haut-parleurs. Et c'est un grand professionnel de la scène. Hein. Et la première interview à la télé, c'est Lynn Renaud dans l'École des Vedettes qui le fait passer pour un chanteur américain. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que le matin même, la personne qui devait présenter Johnny s'est désistée et Lynn est arrivée en catastrophe. Parce qu'il n'y avait personne. On l'a appelé directement. Il est tout timide, moi je le connais ce document. Il est tout timide, là. Une voix un peu pâle, un peu frêle, très juvénile, très gamin. Mais cette voix, entre nous, elle a vécu, elle a progressé, elle est devenue un instrument de musique, de radio extraordinaire. Oui, et inégalable et inégalé. Tout à fait. Dans les chansons que vous avez écrites pour Johnny, il y en a une qui est beaucoup plus personnelle, Philippe Labro. Mais les cheveux de cette fille, si blanc, si clair, si transparent, me redonnèrent cette fraîcheur. La fille aux yeux clairs, là c'est une histoire plus personnelle, Philippe Labro. Oui, ça fait partie des souvenirs de jeunesse. Oui. Quand j'étais sur la route aux États-Unis, il m'est arrivé de rencontrer des filles aux cheveux clairs. Voilà. Pas une. Et en même temps, Johnny a pris la chanson, même si c'était une histoire qui le concernait. Oui, parce que ça, oui, il connaît ça aussi. La rencontre avec quelqu'un sur la route, avec qui on a une petite aventure et qui vous marque. Comme un premier amour, ce dont je parle dans mon bouquin d'ailleurs. Exactement. Et vous avez aussi écrit pour Serge Gainsbourg. Oui. Pour Jane Birkin, plus exactement. Oui, grâce à Serge. Oui. Je suis devenu copain avec Serge à une époque. Il travaillait beaucoup. Il m'appelle un jour, il me dit écoute gamin, il m'appelait gamin. J'ai un film à faire, j'ai plus le temps. Et je dois donner un album pour Jane. Je dois écrire une dizaine de chansons pour elle. Je vais te donner des titres, c'est toi qui vas les écrire. Je dis écoute Serge, tu es le plus grand parolier. Le plus grand compositeur de ta génération, je suis pas capable de... Si, je te donne les titres et tu fais les textes. Car le titre, comme vous le savez, c'est le concept. À partir de l'instant où vous avez le titre, ça vous stimule et ça vous amène vers le contenu. Donc j'ai travaillé pendant 1 mois devant une petite machine à écrire. Je suis revenu chez Serge rue de Verneuil, je lui ai apporté les chansons, il a toutes regardé, il a trouvé tout très bien. Tout allait bien. Il s'est assis à son piano. Il a ouvert son magnétophone. Il avait le whisky à sa droite, le cendrier pour les clopes à sa gauche. Et il s'est mis, texte par texte, toute la nuit, à composer les chansons, les musiques de ces 12 chansons. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et il y a aussi autre chose, parce que les stars de la chanson, ça vous a marqué dès le début. L'un de vos reportages dans 5 colonnes à la une, c'est celui de la photo du siècle avec toutes les idoles des jeunes autour de Jean-Marie Perrier. Vous avez fait le reportage pour 5 colonnes à la une, Philippe Labro. Oui, c'était, comment s'appelait ce truc tenu par le Prou, là? Le Golf Drouot. Oui, le Golf Drouot. J'ai fait un document. Oui, mais il y a même et on voit toutes les vedettes des années 60. Bien sûr, des gamins qui débutaient tous obsédés par l'Amérique, oui. Influencés par l'Amérique, bebop, lula, hein, ça date de cette époque-là, et ils étaient tous attendrissants parce que ils essayaient d'imiter les Américains, mais en même temps, ils trouvaient leur voix, ils finissaient par être eux-mêmes des chanteurs intéressants. Oui, et puis, on voit souvent un document à la télévision avec Françoise Hardy, toute jeune, chez elle, dans son studio, sa première interview, et c'est vous qui l'avez réalisé pour 5 colonnes à la une. En effet. Ça, on ne le sait pas beaucoup. Ben non. Et je rencontre aussi un garçon qui était à ses côtés, un inconnu qui s'appelait Jean-Marie Perrier, oui. Qui était à l'époque son amoureux. Et plus que ça, d'ailleurs, son mentor, c'est lui qui donnait des conseils. Et effectivement, j'ai fait un des premiers entretiens que cette étonnante jeune femme qui s'appelait Hardy. Elle était toute timide. Oui, elle a toujours été d'ailleurs. Oui. Hein. Et elle vivait dans un petit studio au-dessus de chez sa mère. Tout à fait. Toujours très très en retrait, en distance, avec un charme fou, un charme qui a bouleversé son époque. N'oubliez pas que quand Mick Jagger arrive à Paris, il dit « Je veux rencontrer Françoise Hardy ». Bob Dylan, pareil. Bob Dylan il était amoureux d'elle. Quand on voit votre parcours, vous imaginez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, Philippe Labro? Oui, bien sûr. Oui. Vous le mesurez?
Oui, je mesure parce que je l'ai mesuré à travers mes livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle « J'irai nager dans plus de rivières », qui est une série de portraits, de rencontres et de mémoires, qui fait qu'effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer... Vous savez, la vie, c'est une série de rencontres. Et il faut assouvir sa curiosité. Et comme je suis bourré de curiosité, eh bien chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ça fabriquait quelque chose. Voilà. Et il y a un livre, effectivement, qui vient de sortir, qu'on va évoquer, qui est très particulier. Et la date de sa sortie, c'est le 10 octobre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Labro. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Labro. On a évoqué votre parcours à la télévision, dans la presse, au cinéma, et puis il y a les livres dont vous parlez. Et le 10 octobre 2024 est sorti un livre, Deux Gimlettes sur la 5e avenue, et vous expliquez que c'est ni un roman, ni une nouvelle. C'est un nouveau concept pour vous, Philippe Labro. Ça s'appelle une novella. C'est-à-dire, en fait, c'est une longue histoire courte, si j'ose dire. Vous savez, les histoires courtes, ça existe, les nouvelles, ça existe, oui. Mais là, celle-ci, je l'ai retrouvée dans mes papiers un jour, simplement la première séquence, qui se passe à Paris, sous la Tour Eiffel. Un point à la ligne, rien d'autre. Et en la lisant, je me suis dit, avec le recul, bah tiens, le couple qui se balade comme ça et qui explose, c'est un couple de jeunes amoureux qui explosent, elle le largue parce qu'il est insupportable, il est jaloux, il est possessif. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si ils se retrouvaient, ils se recroiseraient 40 ans plus tard? Et donc j'ai construit la nouvelle en un roman, car c'est un roman, 122 pages, d'accord, mais c'est un roman, entre le moment... début 60, où ce couple explose, il se passe toutes sortes de petites anecdotes, et on les retrouve 40 ans plus tard, ils ont changé, le monde a changé, ils ont vécu, ils ont eu des vies, je peux raconter leur vie, et en racontant leur vie, on raconte aussi les époques. Ça m'a intéressé de traverser le temps et l'actualité, avec le Vietnam, avec les tours de Manhattan, parce que quand ils se rencontrent, on est 2 mois simplement dans les rues de Manhattan, 2 mois après que les tours aient brûlé. Enfin brûlé, explosé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier amour. Ça existe un premier amour et ça marque. Et donc, est-ce que ça a suffisamment marqué ce couple pour qu'aujourd'hui, ça puisse éventuellement renaître? Alors, effectivement, c'est un genre nouveau pour vous. Vous n'aviez jamais écrit de novella. Vous avez eu envie de changer de genre, Philippe Labro. Ben, vous savez, l'obsession d'un écrivain, je pense, c'est de ne pas se répéter. Et donc, j'avais écrit... quelque temps avant, donc, les rivières, j'avais écrit « Ma mère, c'est inconnu », un portrait de ma mère, qui n'était pas un roman d'ailleurs, et je me suis dit, mais revenons à la fiction et à l'amour. Et il se trouve que le mot gimlette, beaucoup de gens le découvrent, c'est un cocktail qu'on connaît, enfin que les amateurs connaissent. Bah, il est très simple, hein. C'est du gin coupé citron vert, un point à la ligne, bien mixé, et je vous signale, mon cher Jacques, que le premier, ça va très bien, mais au deuxième et au troisième, vous commencez à être légèrement euphorique. Vous avez connu ce cocktail aux États-Unis ou en France? Je l'ai connu en lisant un bouquin de Raymond Chandler, Le Long Goodbye, et dans lequel le héros rencontre un type qui s'appelle Lennox et qui boit un gimlet. Et ça m'a frappé, d'ailleurs, il est cité dans le bouquin, car dans ce livre, il y a des tas de références cinématographiques, littéraires, musicales. Et donc j'ai gardé ça comme le symbole de leur rencontre, parce que quand ils se croisent et qu'ils se rencontrent, il lui dit « Viens, je t'emmène prendre un verre ». Bon, il traverse la rue, la 5e avenue, il va dans un hôtel qui s'appelle le Sherry Netherland, qui déjà est un mot exotique. Moi j'adore l'exotisme américain, bien sûr. Et là, elle prend du thé, mais lui prend un gimlet. Il lui explique pourquoi. Et puis on verra beaucoup plus tard, à la fin du livre, qu'un jour elle va lui dire « Mais moi aussi je vais en boire un ». C'est pour ça qu'il y a 2 gimlets. Alors exactement, et le gimlet, il y a plusieurs hypothèses sur son origine. Pour certains pensent que ça vient du mot anglais qui signifie une petite vrille avec laquelle on perce des trous. Et d'autres assurent que ce serait un hommage à l'amiral Sir Thomas Gimlet, un médecin militaire britannique qui servait une dose de jus de citron aux hommes de la Royal Navy, et pour qu'ils le boivent, ils a rajouté une petite dose de gin. Ah ben voilà, c'est très bien. Bravo, je ne savais pas non plus. Et effectivement, ça guérit, hein. Alors, il se trouve aussi que donc vous partez en 61, vous racontez la France de 61, qui est pour la nouvelle génération une découverte, car c'était une joie de vivre permanente. La vie était plus simple. Il y avait des plaisirs simples. Par exemple, je raconte, c'est un peu de la nostalgie, mais c'est amusant.
comment on adorait les autobus à plateforme. Vous savez, à l'époque, il y avait une plateforme avec le receveur qui était là, puis les gens. Et tout le gag, la jeunesse, l'énergie consistait à courir vers l'autobus quand il était en route et sauter sur la plateforme. Ça, c'était un plaisir simple et que les gosses comme moi adoraient. Et c'est dans cet autobus que monte la jeune femme qui abandonne le jeune homme, et lui, il en est tellement malade qu'il va suivre l'autobus en voiture. Avec un taxi, oui. Un taxi. Et à l'époque, les taxis, on n'a pas de problème d'en avoir comme aujourd'hui. Non, bien sûr. On les arrête au coin de la rue. Alors, il faut savoir qu'elle, elle devient une working girl, oui. c'est-à-dire une femme très élégante, et lui reste un baroudeur qui va avoir une vie incroyable. Oui, en fait, il se cherche. Et il n'a pas trouvé le moyen d'exprimer ce qu'il croit être, ce qu'il aime être, c'est-à-dire il cherche en permanence à assouvir ce qu'un de ses amis, un mentor d'ailleurs, qui le conseille, à assouvir son désir éperdu de reconnaissance, faire quelque chose, être quelqu'un. Et il veut l'être dans New York. Il considère d'ailleurs qu'il ne quittera pas New York avant de s'être trouvé et d'y avoir réussi. Parce que toute sa vie ou presque, et je le raconte puisqu'il va au Vietnam, il se balade, il va à Hollywood, il rencontre des gens, il se cherche. Et c'est un homme, il a 60 ans aujourd'hui. Elle, de son côté, vous avez raison de dire, c'est une working girl. Elle a eu sa vie, elle a eu un mariage difficile. Elle a épousé un Américain cinglé, comme ils le sont tous d'ailleurs. Oui, ou presque. Et les deux vies très différentes permettent de dialoguer, de se raconter et de raconter les époques. Oui, et en filigrane, il y a un rêve aussi, déjà des 60, déjà, c'est la conquête de l'Amérique par les Français. Les Français rêvent de New York, Philippe Labro. Et New York aime les Français. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui réussissent à New York, en particulier dans tout ce qui est aliments. Évidemment les restaurateurs, mais les pâtisseries, les boulangeries, tous ceux qui inventent de quoi plaire. Et puis il y a aussi, les New-Yorkais sont fascinés par la classe française, l'élégance française. Par exemple, Elisabeth, bon, elle est nationalisée américaine, elle a vécu toute sa vie là-bas. Néanmoins, elle a ce charme, cette élégance française qui fait que les femmes françaises, en particulier, les femmes américaines en particulier, disent toujours, mais comment elles font? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Et c'est ça qui est intéressant à essayer de décrire, la différence. Oui, et elle montre sa différence le 11 septembre 2001, car après l'attentat, elle est avec son équipe, et elle veut avoir une attitude qui ne correspond pas forcément à ce que tout le monde a fait ce jour-là, Philippe Labro. C'est-à-dire que c'est le lendemain, elle a été tellement frappée avec ses copines par cette horreur, qu'elle leur dit, écoutez, il faut se réfugier dans l'infantilisme. Faisons quelque chose d'infantile, d'innocent, de bête, qui nous permettra un peu d'effacer le drame et le deuil. Et donc elles vont s'acheter des chaussures dans un grand magasin, et Elisabeth s'achète des très beaux escarpins rouges, mais je dis à la fin du chapitre, elle les a jamais portés. Il se trouve aussi que il y a une passion commune de vos deux personnages qui correspond à la vôtre, c'est le cinéma, et lui aime le cinéma en noir et blanc avant la couleur. Il aime le noir et blanc, c'est sa nostalgie, c'est sa jeunesse. Et il croyait à l'époque pouvoir conserver son amour avec Elisabeth en lui parlant tout le temps de cinéma. Et d'ailleurs, elle a fini par en avoir marre, justement à cause de ça. Et il retrouve le cinéma beaucoup plus tard, puisque dans cette vie un peu d'errance, quand il a 60 et quelques, il essaie de faire un film, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrivera jamais. Et il y a un ami qui est un producteur, un agent artistique, qui lui dit, mais tu n'y arriveras pas parce que t'as pas la dimension, fais autre chose. Et ce producteur, en lui parlant comme ça, parce qu'ils sont durs les Américains, même si c'est avec un copain, ils vous disent la vérité, très crue. Et il lui dit des choses tellement cruelles, c'est dans un immeuble en hauteur, là, dans Manhattan, qu'il en a les larmes aux yeux et que pour pas montrer à son copain qui pleure, il lui tourne le dos, il est face à la vitre, et là, qu'est-ce qu'il voit? Les tours de Manhattan, et il voit le Boeing qui rentre dans les tours. C'est incroyable, cette histoire est incroyable, mais en même temps, c'est le caractère des Américains que vous connaissez bien, que vous développez dans ce livre, Philippe Labro. C'est un mélange de sentimentalisme, d'hospitalité, de générosité apparente, de sourire apparent, et derrière ça, il y a la cruauté, la dureté, le cynisme, une certaine hypocrisie. C'est pas simple, hein. C'est pas un peuple simple. D'ailleurs, je ne le critique pas, j'essaie simplement de l'observer, de le décrire. Et votre personnage Lucas dit que New York, c'est une ville de grande solitude. Oui, ben bien sûr, mais c'est pas une ville américaine d'ailleurs entre nous. New York, c'est une ville monde. Il y a tout le monde. Et quand il se balade, notre ami, qui marche dans les rues la nuit pour essayer de comprendre ce qui va devenir, qu'est-ce qu'il croise? Des Latinos, des Italiens, des Juifs, des Lituaniens, des Arméniens, des Japonais, des Chinois,
des Noirs, le monde entier. Et il y a même un marchand de marrons, un petit marchand de marrons qui rêve d'être une star. Oui, qui crie « Prenez mes marrons, ils sont chauds, c'est moi le champion ». Et il est marrant. D'ailleurs, c'est grâce à lui que les deux personnages se retrouvent, parce que lui, il va vers ce vendeur de marrons. On est au coin de la 5e avenue de Central Park. Et elle, de son côté, elle vient aussi, parce qu'il attire les gens. On a envie d'acheter les marrons chauds de notre ami Samy. Et là... Elle le reconnaît de dos, elle reconnaît Lucas de dos. Et elle entend Lucas dire j'espère qu'ils sont pas trop chauds. Et elle répond en français, il se retourne, il dit Elisabeth. Donc voilà, c'est la rencontre. Et il se pose la question majeure que nous nous posons tous quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, que deviens-tu? Voilà, et c'est la suite du livre. Et la musique est également présente dans ce livre, Philippe Labro. Just Gigolo. D'ailleurs, c'est le grand succès de Luis Prima, qui a été créé au départ on a oublié, par beaucoup de chansons, parce que c'est une chanson latino des années 1900, et c'est le premier succès de Bing Crosby. Et ça vous a marqué, cette chanson? Oui, parce que mon héros, donc Lucas, quand il est gamin, le fait entendre la chanson à Elisabeth. Et c'est une chanson, si on lit les paroles, qui est terrible, qui dit « Je suis personne, personne ne m'aime, la vie se passe sans moi, je ne suis qu'un gigolo, et je ne vaux rien. Et je ne vaux rien, la vie ne vaut rien. » C'est un texte terrible. Donc il le fait entendre à Elisabeth, et lui dit au fond, c'est une chanson sur la condition humaine. Elle le regarde en rigolant, il lui dit « Écoute, ça n'est qu'une chanson, Lucas, sois gentil. La condition humaine, c'est autre chose. Hein. » Et la condition humaine sont des personnages et une époque que vous décrivez, car vous décrivez aussi bien Gagarine avec son premier vol que la naissance de stars de la télévision d'aujourd'hui. C'est vraiment la traversée d'une époque, votre livre. De deux époques. Les 60s, les années 60, et ensuite les années 80. Vous imaginez une telle évolution du monde? Pas 80, 2000. 2000. Ouais. Vous imaginez une telle évolution du monde? On ne peut pas l'imaginer. On sait simplement que le monde va évoluer. On sait que le monde évolue. On sait que tout change. Sauf ce qui demeure, et j'y reviens toujours, ce sont les valeurs profondes, les sentiments et l'amour. Oui, et la nostalgie qui est très présente dans ce livre. Oui. C'est important pour vous, la nostalgie? Ah ben oui, parce que c'est un beau sentiment, la nostalgie. C'est pas un sentiment triste. Être nostalgique, c'est simplement se souvenir de moments où on a été heureux, mais dont on sait qu'ils se reproduiront sans doute pas. Quand Simone Signoret écrit « La nostalgie n'est plus ce qu'elle était », bon, c'est un très beau titre et c'est un très beau livre, mais elle se trompe, elle est toujours là, la nostalgie. Ça ne s'est pas arrêté à Simone. Hein. Et puis vous évoquez ce que vous appelez la parfaite imperfection d'une vie. Alors ça, c'est un terme que j'avais trouvé d'ailleurs, dans mon avis, dans un livre de psychiatrie, psychanalyse, je ne sais pas, et que prononce le mentor de Lucas, parce qu'il rencontre un homme, un vieil avocat juif qui est venu de la Shoah, qui est un type remarquable, très intelligent, qui lui donne des conseils de vie, et qui lui dit, écoute, tout ce que tu as vécu, c'est une histoire, et la parfaite imperfection de ta vie, réfléchis, c'est quelque chose que tu peux raconter. Et c'est à partir de ces deux termes, la parfaite imperfection, qu'on pourrait appliquer à nous tous, hein. Nous sommes parfaitement imparfaits, qu'il construit enfin quelque chose. Et puis, dans ce livre, il y a un message d'espoir. Il aurait pu s'intituler « La vie commence à 60 ans », Philippe Labro. Oui, la vie continue à 60 ans. C'est vrai que ce message d'espoir est important, car vous avez une longue carrière derrière vous, et j'espère devant vous, parce que vous êtes toujours en avance et toujours curieux. Parce que oui, je suis habité par la curiosité, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime faire et j'aime les gens. J'aime rencontrer les gens, j'aime les écouter, leur parler et accessoirement parler d'eux en écrivant des livres. Donc ou des chansons. Ce livre précédera le suivant parce que vous annoncez déjà qu'il y aura un autre livre. Mais évidemment. Vous n'allez pas vous arriver comme ça. Non, mais je suis en train de travailler dessus d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, ça s'appelle Deux Gimlets sur la 5e avenue. C'est un roman qu'on ne peut pas lâcher du début à la fin. Merci. Il y a 124 pages. Et puis, merci d'avoir écrit parce que c'était aussi un risque d'écrire un livre comme ça. Ben, on prend toujours des risques en écrivant. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas encore, il est sorti il y a quelques jours, si oui ou non les gens aimeront. Hein. Donc le risque, c'est qu'on s'exprime, c'est qu'on se met comme ça. L'expression, on se met en danger. Mais non, c'est pas un danger, c'est la vie. Voilà. Si tu fais pas quelque chose, qu'est-ce que tu vas devenir? Rien. Ne changez rien, continuez. Et je ne suis pas inquiet pour ce livre, Philippe Labro. Merci. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.